Eh, quoi de neuf, docteur? En France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. C'est ok. La classe dirigeante, elle n'est dirigeante que parce qu'elle décide du travail. C'est pas son pouvoir sur l'argent qui est l'origine de son pouvoir. Son pouvoir sur l'argent, elle le tire de son pouvoir sur le travail. Pour elle, le fait que nous soyons sous sa dépendance pour travailler est fondamental. Les travailleurs pauvres, ils remplissent une fonction dans la société. Ils remplissent une fonction qui est une fonction politique, qui est une fonction sociale, qui est tout simplement de faire peur à ceux qui ont encore effectivement un emploi, je dirais sûr, un emploi à statut. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne vous tenez pas tranquille. Si ces gens-là disaient clairement, en vérité, ce qu'ils font, ce serait l'émeute immédiatement. Ils doivent donc mentir avec obstination, de manière forcenée, en permanence. Ce soir, vous nous annoncez que vous allez réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que là, cela concernera également le montant que les chômeurs vont percevoir chaque mois? Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Socialement, fiscalement, ils mènent cette politique-là. Ils ne peuvent pas le dire, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas dire nous nous contrefoutons de l'écologie, nous nous contrefichons du vivant, nous nous moquons de la justice sociale, nous crachons sur les pauvres, nous méprisons. Enfin ça ils le disent quand même, qu'ils méprisent quand même ceux qui ne sont rien, hein, pour reprendre le vocabulaire de Macron. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. La chasse aux chômeurs est ouverte. Le Premier ministre vient de sortir son fusil à diminuer les droits de plus de 5 millions de personnes privées totalement ou partiellement d'emploi. C'est d'une incroyable violence, ce qu'a dit et ce que fait le Premier ministre. C'est très violent d'aller à la télévision expliquer que les chômeurs seraient fainéants, parce que c'est ça, il explique qu'aujourd'hui, quand on est au chômage, on n'a pas envie de retrouver du travail. C'est un mensonge absolu qui est contredit par toutes les études, par toutes les enquêtes, par toutes les réalités de terrain et les réalités statistiques. Ne sont pas assistés ceux que l'on croit. Les parasites, ce ne sont pas les pauvres, mais les bourgeois. Exactement. Ça, c'est un axe très important du livre, hein, d'où le titre « Parasite ». Parasite, c'est pas simplement une insulte, même si on peut l'interpréter comme ça, mais c'est d'abord un état de fait. Un parasite, c'est un hôte qui se nourrit d'un corps à son détriment, sans le tuer, mais qui a besoin de lui pour survivre. Et la classe bourgeoise, et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme, elle se nourrit du travail des autres pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Wesh! Ça veut dire quoi, ça? C'est la première fois que j'entends ça. Les riches n'ont pas besoin de président, alors c'est les pauvres qui ont un président. Bah, ils s'en occupent pas beaucoup non plus. Et ça vous choque? Ah bah oui. Bah, c'est la première fois que j'entends ça. J'en ai vu des présidents de la République. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. 80 à l'air. En France, les 4 milliardaires les plus riches, dont la famille Meyer-Bettencourt, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Et pour vous donner une idée, celle de Bernard Arnault équivaut à celle de 20 millions de Français. Et dans ce gigantesque mensonge permanent, qui est donc pervers, effectivement, les pervers sont menteurs, tu as une appropriation illégitime de mots et de symboles à la gauche. Donc le no passaran, les jours heureux, effectivement, Macron avait dit ça lors d'un discours de Covid ou de sortie de Covid. Il avait intitulé son livre Programme Révolution en 2016, qui, alors, quand même... Alors, effectivement, ça suscite l'éclat de rire parce que on a un type réactionnaire, vraiment, de retour en arrière, et qui mène une politique réactionnaire et qui intitule son livre programme Révolution. C'est tout sauf la révolution, c'est même l'exact inverse. De la même manière, il a mobilisé la mémoire révolutionnaire récemment lorsqu'il a nommé son nouveau gouvernement en disant « Vous êtes les soldats de l'an 2. Je veux des révolutionnaires, vous êtes des soldats de l'an 2. » Mais c'est effarant de dire des choses pareilles. Ça devrait pas être permis, en fait. C'est tout le contraire.
30% des personnes qui sont SDF, que vous voyez sous les ponts, ont un travail, à temps partiel ou à temps complet, dans les grandes villes. Ces gens qui travaillent, ce sont les gens que l'on trouve dans les foyers et qui ont soit un travail à temps partiel, soit un travail à temps complet. C'est parmi les gens que j'ai rencontrés. Mais pourquoi le nombre de salariés qui travaillent mais qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre s'est-il développé ces dernières années? Parce que la précarité s'est développée de façon considérable. Dans les dernières années, 130% d'augmentation de contrats précaires, 60% de contrats à durée déterminée en augmentation, 2% seulement de contrats à durée indéterminée. Ce qui veut bien dire que cette situation est le produit, je pense, d'une politique et d'une volonté organisée. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, a pris soin, pour des raisons souvent tactiques, de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Le dormeur doit se réveiller. Depuis 6 ans, la Macronie a choisi de tout briser. Bonjour à toutes et tous. La Macronie parle de planification et de l'écologie populaire, mais ne mise cyniquement que sur la pauvreté de masse pour baisser les émissions de gaz à effet de serre du pays. Ma fille, je peux pas l'envoyer à la cantine. Parce qu'il faut que je paye 40 € pour remplir la carte à chaque fois. Donc ma fille, je lui fais son sandwich dans la voiture. Elle me rejoint, elle mange avec moi. Et ben moi, il y a des fois, je prends rien à manger parce que je peux pas. Là, comment je gère mon billet? On va à Lidl et on achète les poulets 50 centimes. Parce que les dates sont en fin de limitation, quoi. Donc on achète comme ça et on congèle. Tout ce que j'ai dans mon congélateur, c'est ça. Il y a des tarifs comme ça pour pouvoir arriver à nourrir tout le monde. On a faim. Ouais. Ça, c'est le truc le pire. D'entendre son enfant dire « Maman, j'ai faim ». Quand vous me dites « je mange pas beaucoup », ça vous arrive de vous priver? Oui. Oui, 2 jours, je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants, excusez-moi. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. 10 millions, c'est le nombre de Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangent pas à leur faim chaque jour, un chiffre qui n'évolue pas malheureusement, qui ne diminue pas. L'enquête édifiante de la cellule d'investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières. Bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Depuis 2020, les 5 personnes les plus riches du globe ont doublé leur fortune pour atteindre 785 milliards d'euros. Pendant ce temps, 5 milliards d'êtres humains ont vu leur richesse baisser, soit 60% de l'humanité. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voilà. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens à la rue. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens qui soient dans la dèche. Il y en a ras-le-bol que le monde, il appartienne à 50 familles. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Nicolas Sarkozy, vous en non, voulez? celui-là, alors je ne supporte plus, c'est comme un pantin qui sort de je ne sais où. Ah bon. Il est là, il est énervé. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... Des files d'attente interminables qui s'allongent chaque année un peu plus pour accéder à une distribution alimentaire. L'image d'une jeunesse de plus en plus précaire. Près de 20% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim. C'est le constat dressé par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Une file interminable. Des patients obligés d'attendre dehors, dans le froid. Voici à quoi ressemblait ces derniers jours l'hôpital de Bourges. Je suis passée hier, il y avait une longue queue, donc j'ai pas pris rendez-vous et je suis revenue aujourd'hui. Ça fait 50 km pour arriver à prendre un rendez-vous parce que par téléphone, c'est impossible. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Et notre système politique est à bout de souffle. Le miracle, c'est que la France tienne encore debout. Pourquoi ? Vous vous rendez compte, les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Vous êtes les cancres de l'Union européenne, les seuls à connaître cette déroute financière. C'est surréaliste. On a un ministre de l'économie qui, depuis 2017, passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je ne sais pas comment il fait. Bon, on n'a pas fait le travail. Et si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1000 milliards. Les prestations de conseil de l'État et de ses agences dépassent le milliard d'euros en 2021. Un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue. Il s'agit pourtant là
d'argent public. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste et permettre à chaque Français de retrouver sa fierté. Des perquisitions ont été menées ce mardi au siège du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, et du cabinet de conseil McKinsey. Le RIB que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Ces perquisitions entrent dans le cadre de 2 informations judiciaires ouvertes en octobre, l'une d'elles portant sur le rôle de ce cabinet dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. C'est le président le plus dépensier de la Ve République. Bonjour. Et la France aujourd'hui est le pays le plus mal géré d'Europe. Discours typiquement antisémite, voilà. Ah, c'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je cite à dessein François Hollande. Pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2012, il avait fait un discours aux Bourget où il disait « La finance, elle n'a pas de visage, et pourtant, elle gouverne ». Et son secrétaire général adjoint de l'Élysée n'était autre qu'Emmanuel Macron, qui était un transfuge de la banque Rothschild, qui est une banque qui conseille en fait les entreprises pour qu'elles fassent des gros deals entre elles. Donc il sait très bien, Hollande, que la finance, elle était incarnée, que la bourgeoisie était incarnée, puisqu'il l'a fréquentée. Et en fait, la bourgeoisie, elle tente toujours de s'invisibiliser comme classe dominante. Elle essaie de nous montrer que la société est plus ouverte qu'elle ne l'est réellement. Elle essaie de nier en permanence le fait qu'on est dans une société de classe. Des résultats, des résultats, des résultats. L'État macronien a démoli les capacités industrielles de notre pays en matière énergétique comme dans les autres secteurs. Vente de la branche énergie d'Alstom à l'états-unien General Electric. Bonjour. Vente des actifs d'Areva dans l'éolien en mer à l'allemand Siemens. Bonjour. Fermeture de l'usine d'hydrolienne Naval Group de Cherbourg, délocalisation de l'assemblage de modules photovoltaïques de l'entreprise iséroise Photowatt. Et ce mois-ci encore, on apprend que Systovi, avant-dernier fabricant de panneaux photovoltaïques français, s'apprête à fermer et à licencier ses 87 salariés. Et du marché de l'électricité qui n'en finit plus de ruiner les Français. Il est temps de cesser le gâchis en matière énergétique. Notre pays mérite mieux que la Macronie. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Non, ça va, regardez. Ah ben oui. La croissance est ralentie. N'embraye pas, il n'y a plus de recettes budgétaires. Donc le budget s'effondre. Comme il n'y a plus de recettes budgétaires, le gouvernement est obligé de faire des coupes à la dernière minute, à la va-vite. 10 milliards le mois dernier. Mais ces coupes ralentissent encore la croissance, qui vont ralentir les recettes. Et on est parti dans un cercle vicieux de la récession, du chômage de masse et de la faillite financière. Je déclare la guerre aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Oh putain, je vous le dis, on va les bouffer là. On va les bouffer là. Des résultats, des résultats, des résultats. Macron, on va l'avoir, hein. On va l'avoir, hein. On va l'avoir, hein. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Oui. Mais moi, je vous demande, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Guyane? Je suis venu regarder Regardez quoi? Alors, si vous ne faites pas finir une phrase, on va pas y arriver. Je suis venu d'abord constater les avancées qui ont été faites ou pas sur les engagements qui avaient été pris en 2017. Oh là là. Premier point. On ne voit rien. On ne voit rien de la Guyane. On ne voit rien. Vous avez une ministre qui est venue en Guyane, il n'y a pas longtemps, je la reconnais. Nous baratiner avec des baratins. Non, moi je ne suis pas venu faire des baratins là. Moi je suis regarder. Là je vais aller retrouver les pêcheurs. Macron, c'est pas d'aujourd'hui que je connais la politique. Je vais aller retrouver. J'ai connu le général de Gaulle en France. Il est pas là. Il est pas là. Moi je dégage. Je veux pas. Et moi je veux pas qu'il gagne, tu vois, au législatif. Non. Il vit dans un monde qui n'est pas le nôtre, quoi. J'ai l'impression qu'il est complètement sur une autre planète. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Emmanuel Macron a toujours parlé comme ça des gens défavorisés ou pauvres. Rappelez-vous quand il disait « Allez travailler pour vous acheter le même costard que le mien », je reprends ces termes. Quand il dit les gens qui ne sont rien, mais il a beaucoup de chance, Emmanuel Macron. Il n'a pas connu les épreuves, il n'a pas connu les inégalités et il n'a pas connu la pauvreté. Beaucoup de chance. Il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Qui c'est qui a dit ça? Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit.
Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. C'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. Bien. Le gouvernement rassemblé, au travail. J'ai des moments où vraiment j'en peux plus, quoi, mais vraiment. Ça m'arrive de vouloir tout laisser tomber et dire adieu à tout ça, quoi, parce que honnêtement... Cette France défiante existe, n'a pas changé. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit en avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. Je ne changerai jamais, vraiment jamais. Voilà, c'est tout ce que... Et ça me serre la gorge. Donc même si c'est pas gagné, on va se battre. La France est en faillite parce que depuis 2017, ils dépensent n'importe comment, surtout au profit des fraudeurs, des malhonnêtes, des oligarques. Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce qu'en 40 ans, la France avait constitué une dette de 2000 milliards d'euros et qu'à lui tout seul, Monsieur Macron y aura ajouté 1000 milliards. 1000 milliards de 1000 sabords 1000 milliards de 1000 sabords. Je maintiens l'objectif de repasser sous les 3% de déficit public en 2027. Ça va demander des efforts supplémentaires, parce que c'est le même objectif qu'avant, mais avec une situation qui est plus dégradée. Ça demandera plus de détermination, beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid. C'est soit la réduction accélérée de la dette maintenant, soit les impôts demain. Combien coûtera vraiment la grande fête parisienne de cet été, que l'on promet sobre, populaire et exemplaire? Le sujet là, c'est nos Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est leur bonne gestion. Et c'est cet esprit de responsabilité. Vous savez, on veut absolument que ces Jeux, ça fait un siècle qu'on les attend. J'ai rien senti. Le président de la République l'a dit, hein, les Jeux doivent financer les Jeux. Ça coûte aux contribuables. Les Jeux financent les Jeux, c'est de l'ordre de l'élément de langage marketing. Rémunérations extravagantes, coûts cachés pour les finances publiques, soupçons de favoritisme et de prise illégale d'intérêt, complément d'enquête sur les dispendieux du stade. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Concernant le salaire de Tony Estanguet, enfin sa rémunération plutôt, 286 715 € net annuel et 300 000 € si on compte toutes les primes. Vous trouvez que c'est un juste prix? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail depuis des années. Vous allez dire c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Non, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, c'est beaucoup d'expertise. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de responsabilités, y compris pénales dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a besoin d'avoir ces meilleures expertises si on veut délivrer de grands Jeux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois et des trop gros salaires pour les dirigeants de ces instances sportives? Même vous, vous aviez été attaqué sur votre salaire à la Fédération française de tennis. Et voilà ce que vous aviez répondu en commission d'enquête. L'argent n'a jamais été mon moteur. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Vous faites référence à une rémunération de 500 000 € annuelle à l'époque. Est-ce que ça Je me suis déjà exprimée à de maintes reprises sur ce sujet-là, là aussi, en faisant toute la transparence nécessaire, probablement même trop. Donc je ne reviendrai pas sur ce sujet-là. J'ai déclaré tout ce qui devait l'être à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont à la maison, on les a. Ça va être des grands Jeux qui vont rendre les Français heureux, fiers et projeter une image positive de notre pays. Justement, pour que les Français soient heureux et fiers de ces Jeux populaires, qu'il s'agisse de votre rémunération quand vous dirigez une instance sportive ou le salaire de Tony Estanguet. Selon nos calculs, l'ex-champion olympique de canoë aura donc touché en moyenne autour de 300 000 € net par an pendant 7 ans. Je suis sidéré de ça. Qu'est-ce qui vous choque particulièrement dans ces niveaux de rémunération ? Mais c'est démesuré parce que je vous rappelle que les Jeux Olympiques, c'est quand même un moment qui se doit populaire. Il y a des bénévoles, il y a 40 000 bénévoles parce que le COJO n'avait pas les moyens de payer trop de salariés. Les bénévoles, le contrat, c'est qu'ils doivent se déplacer à leurs frais et ils doivent se loger à leurs frais. Donc ça va leur coûter de l'argent. Eh ben, oui, moi je suis heurté de ça. Je vous dis, on est dans un monde de business. On n'est plus dans le sport là.
Complément d'enquête, présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial. Non mais, écoutez, je le redis. 96% des financements du comité d'organisation sont assurés sur des fonds privés. C'est une association à but lucratif. Mais on a abandonné certaines de droit promesses privé qui importantes. prend ses décisions et qui le fait dans un contexte qui est encadré, notamment par un comité des rémunérations qui s'est assuré d'analyser les grilles pour ce type de métier en regardant le monde du sport, ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait dans le monde de l'événementiel. Voilà. Encore une fois, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup d'expertise. Ce sont des fonds privés, mais à la fin, c'est l'État qui paiera si jamais il y a un déficit, puisqu'il y a une garantie de 3 milliards d'euros. Oui, et c'est la raison pour laquelle on fait en sorte qu'il n'y ait pas de déficit et que le budget soit constamment équilibré en dépenses et en recettes. Beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Le temps des cerises. Mais il n'est pas pour demain. À ceux que frappe le malheur, un deuil, la maladie, l'extrême vieillesse ou simplement la pauvreté. Ne les oublions pas et que chacun de nous, s'il le peut, fasse quelque chose pour les aider. Pour moi, c'est plutôt SOS feignant en détresse. Voilà comment je pourrais qualifier cette grève. En fait, ils paralysent les mauvaises personnes. Alors, au lieu de venir pleurer en disant que j'ai pas assez, mais ils ont qu'à trouver des heures sup, un autre travail, toujours en train de pleurer pendant 8 ans. Bah, si ça fait 8 ans qu'ils pleurent et qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, c'est qu'ils s'y prennent comme des manches. Revenons maintenant à notre suspect. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les époux Balkany. Je pense qu'ils ont suffisamment payé, ils ont une peine d'inéligibilité. Ils ont fait beaucoup pour Levallois-Perret. Vous demandez à quelqu'un qui habite à Levallois, il va vous dire les époux Balkany ont fait beaucoup. Moi, c'est des gens que je trouve très très sympathiques. C'est quoi ce juste à 2 vitesses? Parce qu'il s'appelle Balkany, parce que l'autre à la table avec ses 4 rends l'argent, mon pote. Rends l'argent des Français. Arrête avec rend l'argent. Non, j'arrête pas. C'est notre argent. Il rend l'argent. Bien sûr qu'il rend l'argent. Il va le faire. C'est pas possible, c'est pas possible. Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Our number one enemy is ignorance. And I believe that is the number one enemy of everyone, is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep things secret, and those organisations which distort true information to make it false, misrepresentative. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad, we would have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, and some fine media organisations, but the vast majority are awful and are so distortive to how the world actually is, that the result is we see wars and we see corrupt governments continue on. Les médias, ta fiole! Les médias, ta fiole! Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ses débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste. Effectivement, je vous l'accorde. Je vous le dis en toute amitié et en toute sympathie, mais je vous le dis avec crainte et je trouve que votre profession devrait créer un lieu de réflexion déontologique. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr.
Ah ouais, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants. Et moi, je suis fasciné par cette faillite des élites. Joseph de Maistre disait la canaille mondaine. Cette élite, c'est fini. Cette élite, c'est fini. C'est fini. C'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous et les politiques. Rentre chez toi, bandit! Ouais, bandit! Ils veulent tous la même chose. Ils veulent la bonne place pour s'enrichir, pour enrichir les copains et la famille. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. C'est une honte. Macron, c'est la honte du pays. J'ai honte d'être français, moi. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. D'abord, merci d'être là. Mettez-moi mon bon Blaise. Merci, mon bon Blaise. Merci. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Jacques Attali, merci de nous rejoindre, Jacques Attali. Et en gros, vous nous dites que ceux qui dirigent le monde ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. C'est une réflexion, évidemment, sur le pouvoir qui domine la planète. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. En vous entendant parler des illusionnistes, finalement, il y a beaucoup de complotistes qui disent que ceux qui semblent diriger sont des marionnettes. Déjà, je pense que ça fait très longtemps qu'on opère dans un monde où la vérité n'est plus la norme, le mensonge est devenu la norme. Et on a vécu, dans les 18 derniers mois, dans un monde d'illusions. Cette illusion est hyper importante parce que une illusion, quand on voit un tour de magie, on a envie de croire, on a envie de croire, on a envie de croire. De forces obscures, c'est ça que vous décrivez? Qu'est-ce qui ferait que le pouvoir politique pourrait recouvrer une partie de pouvoir qu'il n'exerce plus parce qu'il y a des puissances environnement qui l'environnent et qui sont supérieures? Je ne voudrais pas qu'on retienne de cette conversation une critique quelconque contre l'actuel président de la République. C'est le meilleur possible à l'heure où nous parlons. C'est moins qu'on puisse dire. Allez, on y va. La politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner. Non, mais enfin, je vais régler le problème tout de suite. On a le droit d'être en colère, on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer librement. Rien ne justifie, n'excuse des violences contre les personnes et les biens. Voilà. Y a-t-il image plus tragique que celle de policiers qui tabassent des pompiers? Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré. Il y a une perception qu'une élite mondialisée gagne de plus en plus d'argent et s'en sort de mieux en mieux. Et puis une autre qui travaille dur mais qui n'y arrive pas. Les milliardaires, eux, amassent. Et ensuite, il y a une étincelle, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence. Le bénéfice réalisé par Total Energy en 2023, regardez bien, 19,8 milliards, c'est un bénéfice historique. Quelle indignité. Comment a-t-on pu en arriver là? Renaud Planchard, je suis député de la République de droite. Alors les enfants, pour vous, qu'est-ce que la droite, hein? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Détournement de fonds. Allez, autre chose, allez. Mise en examen. Abus de biens sociaux. Mon papa dit que vous êtes à la solde des entreprises. Enfin, pas du tout. Je suis très gentil. Regardez, je suis même venu avec des cadeaux. Qui veut un t-shirt Total Energy? J'ai aussi des casquettes Sanofi. Et pour l'insécurité, il y aura tolérance zéro. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est ça. Faut que je change les piles. C'est quoi vos idées pour les jeunes? Vous voulez des frites tous les jours à la cantine? Chiche. Des récréations qui durent 2 heures? Parce que c'est notre projet! Rendez-vous dans 10 ans, les enfants!
Bon les enfants, je dois partir. Est-ce qu'on vous a bien donné l'envie d'aller voter? Moi, quand je serai grande, je serai abstentionniste. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair.